Bonjour à tous. Nous avons peu ou prou fini avec les albums de l'année 77. Alors on passe à l'analyse des meilleurs albums de l'année 78, d'après le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Et commençons donc avec la meilleure œuvre réaliste française de cette année, en l'occurrence Le Spectre de Carthage, 13e volume des aventures d'Alix, écrite et dessinée par Jacques Martin et publiée aux éditions Casterman. 13e. Ben oui, au contraire des années précédentes, le prix ne vient pas récompenser un premier ou deuxième volume d'une série, quand bien même il s'agit de célébrer dans les feuilles de carrière déjà longues. Là, dans ce cas précis, le jury ne tourne pas autour du pot, c'est clairement un prix donné à une série en cours depuis 1948, donc 30 ans déjà en 78. Et la nostalgie de ce que les jurés lisaient quand ils étaient petits n'a manifestement pas joué un petit rôle dans ce choix. En outre, alors que jusque-là, la sélection n'avait pas peur de voter pour des bandes dessinées préparaissant dans des journaux aux claires sensibilités de gauche, la série Alix, elle, préparait dans le journal de Tintin, qui était assez ouvertement catholique, de droite et conservateur. Après, était-ce une volonté manifeste d'équilibrer l'échiquier politique ? Ou peut-être est-ce une façon de jeter un os à une des plus puissantes factions de la bande dessinée franco-belge, les amateurs exclusifs de la ligne claire. La ligne claire, pour mémoire, est, je cite Wikipédia, un dessin caractérisé, après la réalisation d'un crayonné, par un trait noir d'épaisseur constante. Chaque élément forme une cellule isolée par son contour et reçoit une couleur donnée. Chaque couleur se trouve ainsi séparée de sa voisine par un trait. Ou, alternativement, le style de dessin qui passait dans le journal de Tintin. Ou, encore alternativement, un style d'une telle précision technique de l'inanimé que tout mouvement et émotion des personnages en est banni, recherchant ouvertement à n'avoir aucune originalité de composition ni force d'évocation, au point que chaque case doit être accompagnée d'un pavé de texte pour signaler qu'il se passe quelque chose, racontant plutôt que montrant, et où l'absence d'âme dans le dessin est considérée comme une bonne chose puisqu'elle rend les dessinateurs interchangeables et permet une organisation en studio. En outre, ce style de dessin est le préféré de la commission de la loi de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, puisqu'il n'y a aucune chance de provoquer de passion, d'attachement ou d'autres sentiments indésirables chez le jeune lecteur, ce qui était important jusque dans les années 80 pour publier une bande dessinée en France. Un auditeur attentif l'aura peut-être deviné. La ligne claire, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Désolé, j'ai été lu avec plus d'Astérix et de Gaston Lagaffe que de Tintin ou Black et Mortimer. Aussi, n'avais-je jamais lu aucun album d'Alix jusqu'alors, me basant sur des a priori, des feuilletages superficiels et de l'osmose culturelle. Une BD qui était diaguée quand j'étais petit, au dessin sans âme et au scénario sans intérêt, avec des décors urbains d'une telle précision technique et historique que les manuels de latin les utilisent en guise d'illustration. Et apparemment une homosexualité flamboyante. Aussi, me suis-je donc mis à lire à la suite les uns des autres les 13 premiers volumes de cette longue série qui paraît encore de nos jours, par-delà la cécité de l'auteur, et même par-delà sa mort. Et partant d'un tel a priori négatif, j'ai plutôt été déçu en bien. Alors, bien sûr, le dessin est bel et bien de la ligne claire de stricte obédience. Figé, sans âme et capable de rendre ennuyeuse la meilleure scène d'action ou d'enlever toute joie de vivre au plus heureux des événements. Mais ça a aussi les avantages de ses défauts, et Jacques Martin n'a clairement pas volé sa place dans les livres d'histoire antique. En termes d'architecture et de costumes antiques, on est à la pointe de la représentation archéologique sur l'Antiquité. Et au final, le dessin sans âme, c'est pas si grave que ça, parce que ce qui brille vraiment, ce sont les scénarios en béton et la caractérisation des personnages. Alors, bien sûr, ça évolue dans les limites du genre de la bande dessinée destinée à la jeunesse du milieu du XXe siècle. Notre héros, Alix, est un jeune Gaulois blond vivant à l'époque du premier triumvirat, qui, dans sa toute première apparition, est esclave dans l'Empire parthe, mais va rapidement être adopté par un Romain, devenant donc lui-même citoyen et même patricien romain, va découvrir qu'il est en plus l'héritier légitime de titre de chef d'une tribu gauloise, va devenir un ami et allié proche de Jules César lui-même.
Ce dernier leur verra d'abord mener des enquêtes et exécuter des manœuvres en son nom aux quatre coins de la Méditerranée, au point d'en acquérir assez de réputation personnelle pour qu'il soit ensuite invité par une foultitude de gouverneurs ayant besoin de ses services, ou attiré dans un piège par des félons qui désirent la perte d'un si formidable roman. Il est doté de toutes les qualités génériques d'un héros pour la jeunesse. Honnête, généreux, brave, beau, incorruptible. Il a également cette certaine qualité d'âme typique des jeunes héros qui fait que des gens qui l'ont rencontré il n'y a pas une case sont prêts à risquer leur vie, à sacrifier leur fortune et à mettre des armes à sa disposition juste parce qu'il a l'air honnête. Depuis le deuxième album, il est accompagné par Enak, encore plus jeune et beau garçon égyptien, qui le suit pour des raisons qui ne sont jamais explicitées. Typiquement, le rôle d'Enak est de se fouler la cheville, d'être rattrapé par les antagonistes et de servir d'otage pour faire flancher Alix qui, oui, est prêt à sacrifier toute la gloire de Rome pour ses beaux yeux. Enak est une putain de princesse en détresse. Même dans Le Prince du Nil, où un point clé de l'intrigue est qu'il est peut-être l'héritier légitime des pharaons et donc propriétaire de toute l'Égypte ptoléméenne, il se contente de se languir sur des peaux de bête avant de s'excuser auprès d'Alix d'avoir été aussi sotte de se laisser emprisonner par les appâts du luxe plutôt que d'être aux côtés de son seul ami. Faisons ici un aparté sur la seule chose que tout le monde sait d'Alix sans l'avoir lu. Le soi-disant sous-entendu homosexuel. Juste parce que deux jeunes et faibles dans le monde antique ne peuvent pas se quitter, fonctionnent comme un couple marié, dorment nus ensemble, dans un monde où les femmes sont quasi absentes et où les hommes se mettent torse nu à la première occasion. Le mot final et officiel de l'auteur est que ça n'est pas du tout intentionnel et parfaitement innocent. Mais si le lectorat gay désire y voir une représentation de sa condition, il n'y a aucune raison de lui refuser cette lecture possible. Vous pouvez prendre cette affirmation comme un commentaire éclairé d'un auteur respectant la conception postmoderniste, prenant la priorité de la lecture ressentie sur les intentions du créateur, avec un sympathique message de tolérance à l'égard du lectorat LGBT. Vous pouvez aussi noter que Jacques Martin a grandi et travaillé dans une époque et un contexte éditorial où être plus explicite que ça pouvait mettre un terme net et définitif à sa carrière et ruiner sa vie. Bref, pour faire court, il était tellement au fond du placard qu'il pouvait aller visiter Narnia. Pour revenir à la série, les aventures d'Alix se déroulent dans un mélange de monde antique très recherché et documenté, et incluant des événements historiques dont l'enchaînement permet de suivre la chronologie de la série, mais en même temps est pleinement anhistorique là où ça l'arrange. Ça m'a surpris pour une série que je croyais strictement ancrée dans l'archéologiquement correct. Mais les histoires se déroulent régulièrement dans des villes, des tribus ou des pays complètement inventés de toutes pièces pour l'occasion. Dans Le Prince d'Égypte, il y a même une deuxième Égypte sous l'Égypte, où on construit encore des pyramides 25 siècles après que l'autre Égypte est arrêtée. Et les scénarios ont recours sans vergogne, aussi bien au surnaturel le plus manifeste et aux interventions divines les plus explicites, comme à la super-science anachronique, genre poudre noire et machine à vapeur. Et parfois aussi, juste à de la très mauvaise archéologie. Désolé, mais les Gaulois à moustache, c'est une invention de Napoléon III. Non, le vomitorium n'est pas une pièce spéciale pour aller vomir. C'est un couloir d'évacuation du public dans un amphithéâtre. Et bon sang, non, tous les dieux païens du Moyen-Orient antique ne sont pas le même dieu meurtrier inventé par Lot et ses filles de la Genèse, traumatisés par la destruction de Sodome. Mais le plus bizarre, c'est que le même album qui sort cette ânerie mythologique présente également une excellente évocation des provinces italiennes pendant la guerre civile entre César et Pompée. Rien d'étonnant donc à ce que l'auteur ait un peu trop souvent recours à des catastrophes naturelles et des destructions de masse pour expliquer la disparition de toute trace des lieux et événements spécialement inventés. Dans ses 13 premiers albums, Alix a survécu à 2 tremblements de terre, plusieurs explosions de bombes, une explosion volcanique coulant une île entière, d'innombrables incendies, plusieurs révoltes paysannes, une tentative de génocide, une malédiction divine sans chichi, une pluie de météorites sur plusieurs jours, et même une fichue explosion nucléaire.
Sérieusement, s'il ne reste que des ruines du monde antique, c'est parce que Alix est passé par là. C'est pas pour rien que César ne le laisse pas traîner à Rome. La ville s'écroulerait avec 7 siècles d'avance. Mais comme je le disais il y a longtemps maintenant, les scénarios, malgré leur débordement et bizarrerie, tiennent franchement bien la route. Disposent d'intrigues complexes et tortueuses, remplies d'apparences de cul-de-sac qui se révèlent parfaitement pertinentes au final. Antagonistes comme protagonistes s'embraquent mutuellement dans des complots et contre-complots dans lesquels ils tombent ou ils échappent sans que le dénouement soit joué d'avance. Et aussi embrouillées soient-elles, elles retombent toujours sur leurs pattes. Il n'y a pas d'essentialisme culturel. Romains, Gaulois, Égyptiens, Carthaginois, Parthes, Grecs ou Africains sont capables à égale mesure de bassesse ou de grandeur, d'honneur ou de pragmatisme, de tolérance ou de tribalisme, de bravoure ou de lâcheté. Il n'y a que les barbus qui soient systématiquement malveillants. Et les personnages et leurs actions sont bien plus complexes et judicieusement tordus qu'on ne pourrait s'y attendre d'une série dont le personnage principal peut être décrit par le seul mot de parfait. Je vais pas tout vous les raconter, mais malgré tout le mal que j'ai pu en dire, c'est avec un réel plaisir et intérêt que j'ai lu les 12 premiers albums. Et je vous recommande cette lecture à vous aussi. Ce qui nous ramène au 13e album, celui primé à Angoulême, Le Spectre de Carthage. Eh bien, comme je le disais au début, le prix est donné pour récompenser la série dans son ensemble. Et sa continuité depuis 1948, parce que l'album en lui-même est super décevant. L'intrigue est mince comme tout. Alix a été invité à Carthage pour se faire une statue, mais il y a des gens qui font de la lumière la nuit, ce qui le dérange, il enquête et découvre des contrebandiers. Alors il collabore avec l'armée romaine pour les arrêter. Sur ce synopsis indigne du Club des 5, s'accroche une poignée de fils narratifs qui ne vont nulle part. Les gens veulent assassiner Alix, mais perdent leur motivation en cours. L'héritage d'un savant fou rencontré plusieurs albums auparavant est évoqué, puis disparaît littéralement sans raison. Une princesse carthaginoise rencontrée par hasard veut fuir avec Alix, passe 2 pages à résumer le Salammbô de Flaubert, pour justifier un plan qui ne sera pas suivi, puis meurt. Énaque disparaît, puis réapparaît pour expliquer qu'il avait une aventure sans conséquence. Le gouverneur romain met les notables carthaginois sous séquestre pour leur faire avouer leur implication. Les notables ne révèlent rien et sortent à la première occasion. On a une suite d'anciens méchants ou de leurs familles qui interviennent sans que leur présence soit particulièrement pertinente. Et après que, comme toujours avec Alix, tout finit dans une explosion, Alix et Énaque s'en vont en se faisant la réflexion que toute cette affaire était confuse et mystérieuse. Alors, meilleure œuvre réaliste française, pour l'ensemble de la série des Alix, c'est pas forcément volé, au contraire, malgré mes a priori. Sérieux, j'étais agréablement surpris. Mais pour cet album spécifiquement, franchement, non. Ou alors il n'y avait que des trucs pourris parus en 1977.